Eh bien, bonjour, Paul-Antoine Martin, et bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour Nicolas, désolé pour ce temps d'avarie technique. Oui, bah écoutez, c'est pas grave. De toute façon, j'étais, pour tout vous dire, très en retard dans la revue de presse. Bon, Donc bah, ça m'a finalement, arrangé. ça ne tombe pas si mal que ça. Donc je rappelle, hein, Paul-Antoine Martin, l'auteur d'un livre qui a beaucoup fait parler et qui est d'ailleurs toujours autant d'actualité, Le Clan des Seigneurs, hein. Il décrit et il dénonce le comportement et l'état d'esprit finalement de notre élite. Il la connaît bien, Paul-Antoine Martin, puisque à l'origine c'est quand même un ancien élève de l'école centrale, hein. Et de Supélec, je crois, c'est ça? Alors, ça s'appelle Centrale Supélec, l'école maintenant, Centrale puisque Supélec. les deux ont fusionné. Ah très bien, bah, vous voyez, je retarde, hein, en ce qui me concerne. Je ne l'avais pas vu. Donc vous avez travaillé dans des grands groupes pétroliers d'abord. Oui, j'ai travaillé chez Shell donc, pendant une dizaine d'années, puis chez Suez, et puis enfin, dans la filiale énergie de Suez, et puis ensuite j'ai travaillé dans un établissement public qui est un grand port maritime français. Il y en a 7 en France, du Havre à Bordeaux. Donc le Havre étant, non, de Marseille à Bordeaux, pardon. Marseille étant le plus gros et Bordeaux le plus petit des 7. Donc beaucoup, vous avez beaucoup travaillé finalement dans les transports et dont tout ce qui est transport maritime. Vous Alors, connaissez donc bien cet aspect-là de... j'ai travaillé effectivement donc une quinzaine d'années dans le transport, en particulier dans le transport maritime et le transport ferroviaire, parce que aussi j'étais président d'une petite société ferroviaire et qui transportait du fret. Et donc, à ce titre-là, donc, de par mes deux fonctions, j'ai côtoyé, sans être fonctionnaire moi-même, j'ai côtoyé donc des hauts fonctionnaires à la fois de Bercy et puis donc du ministère des Transports. Donc, principalement alors, il y a 5 grands corps d'État en France. ce qu'on appelle la noblesse d'État. C'est vraiment l'élite, c'est les super hauts fonctionnaires, hein, les grands corps d'État. Qui Alors, sortait dans la botte de l'ENA. on y accède soit en sortant de l'ENA et en étant dans les premiers de l'ENA, comme ça on peut rentrer dans les 3 grands corps d'État que sont l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, le Conseil d'État, ou en sortant d'une grande école scientifique comme Polytechnique, Normal Sup, et en sortant encore une fois dans les premiers. Et on accède à ce moment-là au corps d'État mines et corps d'État ponts. Donc c'est le corps des mines et le corps des ponts. Et donc ces 5 grands corps d'État qui doivent représenter en tout, en nombre de personnes, en nouvelles personnes par an, ça doit faire moins de 200, je pense, entre 150 et 200. Et ça, c'est vraiment l'élite de la haute fonction publique. Et ce que je décris dans mon livre, c'est l'entre-soi très important qui existe, la caste qu'ils ont constituée, une caste extrêmement fermée, extrêmement robuste, qui leur a permis d'accéder à tous les postes de pouvoir. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir vraiment en France, puisqu'ils sont dans les conseils d'administration et dans les directoires de 40% des entreprises privées du CAC 40, pardon, et qu'ils ont tous les postes importants, on va dire, des grands ministères, donc des grands ministères. Ce qui fait que comme ils sont en réseau et des réseaux très forts qui fonctionnent en je t'aide, tu m'aides, donc des renvois d'ascenseurs, des renvois d'intérêts, en tous pour un pour tous, ils se renforcent les uns les autres, ils se couvrent et ils ont aujourd'hui d'une part tout le pouvoir et en même temps cette position d'entre-soi et d'appartenance à un réseau extrêmement fort leur permet d'être à la fois irresponsables et de jouir de l'impunité. Donc c'est ça que je décris dans mon livre, sous la forme un peu romancée, ce qui permet une facilité de lecture, et je décris comment ce contexte-là amène à une façon de penser de leur part, à une psychologie
qui, à mon sens, est à l'origine de l'effondrement que nous connaissons aujourd'hui en France et de l'effondrement de l'État. Alors, la mode en plus, ce qui était venu accélérer ce que vous décrivez, évidemment, c'était le pantouflage, c'est-à-dire on peut passer rapidement du public au privé, un capitalisme de connivence finalement français, cette espèce de théorie là de l'économie mixte qu'on doit à Mitterrand dans les années 80, qui aide aussi justement les frontières, il y en a plus, tout ça est poreux, donc ils détiennent tous les pouvoirs, non seulement les pouvoirs de la haute fonction publique, mais aussi les grandes directions des grandes banques, des grandes entreprises françaises ou de ce qu'il en reste. Exactement. Et c'est ce qui leur permet d'avoir un pouvoir total sur l'économie française et le pouvoir au sens large, on va dire. Puisque, en même temps, sans faire du macronisme, bien sûr, mais concomitamment, plutôt, ils ont conquis le pouvoir politique. Il leur restait plus que ça à obtenir. Et effectivement, quand on regarde alors peut-être pas les tout derniers gouvernements Macron, mais le premier et le deuxième, la haute fonction publique était représentée à 80% parmi les ministres. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les ministres étaient de la haute fonction publique et tout leur cabinet appartenait, ou quasiment la totalité de leur cabinet appartenait à la haute fonction publique. Donc ça crée un entre-soi incroyable. Et ce que l'on constate, c'est qu'à chaque fois qu'un gouvernement se termine, vous avez une valse de nominations qui se font à des vitesses très impressionnantes. Et c'est là qu'on voit apparaître ce fameux pantouflage avec des nominations dans le privé de hauts fonctionnaires qui décrochent des postes dans le privé. Et ça intéresse le privé, effectivement, parce qu'ils ont avec eux un carnet d'adresses important, des éléments tout à fait confidentiels, voire secrets. Ça leur permet d'avoir accès directement aux ministres, ça leur permet d'avoir directement accès, quitte au président. Enfin, donc ça crée ce que vous appelez effectivement, et ce qu'on appelle ce capitalisme de connivence qui est absolument détestable. Je vais donner un exemple qui est, à mon sens, tout à fait représentatif. Quand la réforme des retraites a été votée, eh bien, le conseiller de Dussopt, qui était le ministre du Travail à l'époque, et qui l'a aidé sur la rédaction de la loi donc portant réforme des retraites, eh bien, ce conseiller-là a été aspiré par AXA. Donc, pour faire quoi? Pour travailler justement sur les retraites, sur des régimes complémentaires de retraite, etc. Donc là, il y a un conflit d'intérêts qui est majeur. Ce que l'on voit, c'est que la haute autorité pour la transparence de la vie publique n'a rien trouvé à redire, alors qu'on est dans un conflit d'intérêts très important, et qui en plus pénalise l'État, puisque cet homme-là est parti avec tout un tas de données qui ont été produites par l'État. Et qui vient, et cet homme-là vient renforcer l'équipe AXA. Donc, une seule entreprise. Mais vous avez la même chose avec les transports, vous avez la même chose avec l'énergie, et on a toute une fuite comme ça de hauts fonctionnaires qui se permettent et c'est autorisé aujourd'hui, et ce sont eux-mêmes qui se l'ont autorisé, ce qui est encore plus pratique quand on a le pouvoir, de pouvoir s'autoriser ce dont on a envie. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez merveilleux aussi. Donc, vous avez tout un tas de personnes qui viennent se transférer dans le privé, gonfler leur salaire de façon très importante, sachant qu'ils gagnaient déjà très très bien leur vie dans le public. Et on a une confusion à ce moment-là entre public et privé qui crée aussi effectivement le désordre que l'on connaît. Avec la dernière réforme de la haute fonction publique qui a été voulue par Macron, normalement dans l'esprit, elle devait réformer toute cette cooptation entre grands corps et casser justement
la prévalence incroyable de ces grands corps sur l'économie et sur le pouvoir français. Eh bien, la haute fonction publique de ces grands corps d'État sont tellement forts qu'ils ont pu la bloquer. Ils ont pu dire à Macron, on n'en veut pas. Le président s'est incliné et ils ont réussi donc la prouesse de retourner cette réforme qui initialement devait casser la puissance des grands corps. Eh bien, désormais, elle les renforce encore puisqu'elle légalise le pantouflage et elle légalise donc le rétro-pantouflage qui est le retour du privé vers le public, ce qui est aussi quelque chose d'incroyable. Non seulement elle le légalise, mais elle exprime qu'il faut le développer encore plus. Voilà, c'est logique, Paul-Antoine Martin, quand vous n'avez plus d'école nationale d'administration, d'élèves fonctionnaires, ce qui faisait que vous ne pouviez pas pendant 5 ans, 10 ans, voire plus, passer du public au privé, c'est que l'argument de l'État était on vous a payé vos études et maintenant vous devez un certain nombre d'années à l'État. À partir du moment où c'est plus comme ça qu'on recrute, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus aucun problème. On peut du jour au lendemain passer de l'État au privé. Voilà. Donc c'est totalement pour eux. Et c'est inutile aujourd'hui de s'étonner de voir cette connivence qui est absolument détestable pour l'ensemble des Français, parce que c'est un capitalisme de connivence pour faire plus d'argent pour ceux qui sont justement les premiers concernés et qui sont aux commandes de ces grandes entreprises. Parce que vous pouvez aussi avoir un conseiller d'État, un conseiller de ministre qui prépare lui-même son transfert dans le privé en orientant la loi, par exemple. Ça, ce sont des choses aussi que l'on voit. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez incroyable, qui est la privatisation des autoroutes. Oui, ah bah alors là, quel scandale! Un scandale. Bon, comment cette privatisation des autoroutes que personne de sensé peut comprendre, bien, moi je suis convaincu, et je ne suis pas le seul, que cette privatisation des autoroutes, elle a servi justement le grand corps des ponts, donc un des 5 grands corps que je vous ai cités, pour justement pouvoir faire carrière dans le privé et grossir les salaires. C'est-à-dire que des conseillers ou des ingénieurs, des hauts fonctionnaires du grand corps des ponts appartenant au ministère des Transports, eh bien, ont pu commencer à orienter cette loi de transfert des autoroutes du public vers le privé, sous couvert de la haute autorité au transport, qui est aussi farcie d'ingénieurs du corps des ponts, avec des conseillers ministériels qui pouvaient aussi l'être. Eh bien, on a pu comme ça transférer une propriété de l'État, une propriété déjà amortie par les citoyens, eh bien, au privé. Et le privé, donc, se régale de ce genre de transfert. Et ça profite directement, non pas aux citoyens, mais directement à ceux qui se retrouvent dans les postes de direction de ces entreprises-là. Il y a aussi une habitude qui est en train de se prendre, parce qu'il y a aussi le népotisme, il y a aussi... ça devient une affaire de couple, pas de famille, ou de famille d'ailleurs, souvent. Hein, on y met ses propres enfants. Alors les papes, oui, ils mettaient leurs neveux ou leurs nièces, mais plutôt leurs neveux. Mais... par exemple, vous avez dans Oudéa Castéra, vous avez Castéra, mais vous avez Oudéa. Alors c'est amusant parce que vous en avez une qui est ministre et puis qui même à un moment donné était devenue ministre de haut rang, pas seulement sur les JO, quoique déjà c'était une drôle de tâche, mais aussi éducation nationale. Et puis à côté de ça, vous avez Monsieur Oudéa, dont on se dit qu'il y a un rapport avec Madame Castéra et bien qui lui dirige, après avoir été un directeur général, je crois, d'une grande banque, peut-être même la Société Générale, vous allez me dire. Tout à fait. C'est ça. Oui. Et c'est lui qui organise, parce qu'il dirige maintenant Sanofi, la vente alors on en pense qu'on en veut, du Doliprane, mais enfin d'une filière de quelque chose qui était quand même une filière d'excellence mondiale à un investisseur américain. Donc là, c'est incroyable.
Ce qu'exprime Arnaud Montebourg, c'est effectivement lui ce qu'il a constaté et ce qu'il dénonce, et ce que l'on voit tous les jours, nous-mêmes en tant que citoyens, c'est effectivement la découpe, la vente à la découpe des propriétés des grandes entreprises françaises qui sont stratégiques pour le fonctionnement ou la souveraineté du pays. Alstom. Cette découpe, en fait, elle est proposée, organisée par ces membres des grands corps d'État qui sont effectivement, comme je le répète, ils ont tous les pouvoirs. Donc, quand vous avez tous les pouvoirs, eh bien, vous perdez très vite le sens de la gestion du bon père de famille au sens souveraineté de l'État. Vous allez dans la direction qui vous apporte le plus d'argent. Et ce qu'exprime Arnaud Montebourg, c'est que le coût de la trahison ou la prime de la trahison de la France, pour ces gens-là, c'est 15 à 20 millions d'euros à chaque fois. Donc, à chaque transaction, c'est 15 à 20 millions d'euros directement dans leur poche. Et ce qu'on a appris récemment, c'est que la patronne d'Opella, ou Orpella, je ne sais plus exactement, dans laquelle était la production de Doliprane, cette société Orpella appartenait à Sanofi. Et ce qu'exprime Pierre Lelouch récemment aussi, mais ça c'est encore des choses que l'on voit et dont on peut très facilement se douter, ça a été organisé, encore une fois, par M. Oudéa, que vous citiez. Et cette patronne, elle a reçu, semble-t-il, 200 millions d'euros. Donc on est dans une inflation de transfert d'argent à but privé et cassant petit à petit, pan après pan, la souveraineté française. C'est absolument révoltant. Autre élément, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, ce que j'exprime dans mon livre, parce que je les ai côtoyés, ces hauts fonctionnaires, c'est que quand vous avez tous les pouvoirs, eh bien, vous avez même le pouvoir de vous couvrir quand vous faites des fautes ou quand vous faites des choses qui peuvent être de la trahison, qui peuvent être de la forfaiture, qui peuvent être... Parce que vous avez toujours un copain qui va vous couvrir parce que lui aussi, à un moment donné, va pouvoir agir de la même façon. Donc, ils ont besoin d'être complètement soudés et ça leur octroie, alors qu'ils devraient être, puisqu'ils sont dans l'élite, entre guillemets, ils devraient être une élite, elle est de base, elle doit être de base exemplaire. Une élite qui n'est pas exemplaire, elle conduit le pays à la catastrophe et à la dérive de toute façon. Eh bien, ces individus-là qui disposent du pouvoir, de l'argent, d'aucun risque en fait, parce que quand on est haut fonctionnaire, on ne risque strictement rien en termes professionnels. On peut ne pas avoir la carrière ultra brillante, mais on a de toute façon une carrière brillante garantie, des hausses de salaire garanties, enfin, etc. Donc, ces personnes qui n'ont aucun risque dans leur vie professionnelle, qui peuvent accéder au pouvoir, etc., à l'argent, etc., ils disposent de l'irresponsabilité, parce qu'ils sont jamais... on les entend toujours dire « je prends mes responsabilités », mais un salarié du privé qui est responsable d'une faute, quand il prend ses responsabilités, ou quand on lui fait prendre ses responsabilités, il ne reste pas très longtemps à son poste. Ces gens-là, ils peuvent rester 40 ans, 50 ans à leur poste, ça ne pose aucun problème. Et ils disposent de l'impunité devant la justice aussi. Donc, en inversant les mots, comme toujours, ils piègent les mots. Leur irresponsabilité, ils la couvrent par cette expression « j'assume ». Ils assument, qui est là, je vais être très vulgaire. En fait, le « j'assume », ça veut dire à l'ensemble des accusateurs « allez vous faire voir ». Exactement. Non, mais c'est exactement ça, allez vous faire voir. Je reste à mon poste parce que j'ai le pouvoir de rester, j'ai les copains qui m'ont placé là. Donc, allez vous faire voir, j'en ai strictement rien à faire de votre avis. Mais c'est pour votre bien et c'est pour la démocratie. Et c'est pour les valeurs. C'est là qu'on va arriver petit à petit, Paul-Antoine Martin, vers le cœur de notre sujet aujourd'hui, qui est
Certains appellent ça la maladie cachée des hommes de pouvoir. D'autres appellent ça structure perverse de ceux qui nous dirigent. C'est-à-dire qu'il faut cet en même temps. Lacan, quand il définissait la perversion, disait c'est le double versant de la castration. Celui qui est en face du pervers est castré et il doit se soumettre à la loi. Et celui qui est en face, se dit non castré, lui n'a pas à se soumettre à la loi. Et même, et ça vous y ajoutez, je vais vous laisser développer, il vous accuse des crimes qui sont les siens. Hein, ce qui est l'inversion, ce qu'on appelle traditionnellement depuis quelque temps, on entend de plus en plus ce mot dans la bouche des commentateurs, l'inversion accusatoire. Oui. Alors, ce qui est très fort dans je vais parler de l'inversion accusatoire dans un second temps, je vais revenir sur le en même temps, parce qu'il est vraiment tout à fait emblématique de ce que nous connaissons aujourd'hui et de ce qu'il produit. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement vicieux, en fait, le en même temps. Dans le en même temps, notre spécialiste du en même temps, et qui l'a totalement développé et qui l'assume, alors pour le coup, il l'assume. Et qui l'a théorisé dernièrement au Maroc. Voilà. Il a dit, voilà, le monde est infiniment complexe, donc ce sont les imbéciles qui ne sont pas dans le en même temps. Voilà. Et on nous couvre ça d'intelligence. On nous couvre ça d'intelligence, d'intelligence supérieure, ce qui veut dire, vous ne comprendrez pas, moi j'ai l'intelligence complexe, rares sont ceux, voire impossible, de me comprendre, j'ai l'intelligence supérieure. Le en même temps, extrêmement vicieux parce que il vient juxtaposer deux sujets ou deux positions qui sont contradictoires, le plus souvent. Et c'est vraiment la volonté du en même temps, c'est dire irréconciliable, irréconciliable et impensable, on va dire, ensemble. C'est-à-dire que c'est pas pensable ensemble. Violation de la logique, ce qu'on appelle, moi j'appelle le tiers inclus. C'est-à-dire tout et son contraire. L'exemple type, c'est dans la propagande, l'armée russe, et qui est une armée qui est extrêmement dangereuse, et si nous n'y prenons pas garde, elle va très vite envahir l'ensemble de l'Europe, et en même temps, c'est une bande d'ivrognes, alcooliques, buveurs de vodka, qui sont même pas capables de passer le Donbass. Mais voilà. Là, on a un très beau en même temps, effectivement, mais qui fonctionne parce que la juxtaposition de deux éléments totalement contradictoires, comme ceux que vous avez cités, effectivement, vient faire bugger la conscience de celui qui reçoit cette information-là. Donc, il le met en sidération, comme on dit, et ça l'empêche de penser. C'est-à-dire que ça l'empêche de se dire, mais non, là, il y a deux choses contradictoires, c'est pas pensable ensemble, je rejette cette phrase-là. Et en fait, ça l'empêche de penser et ça permet à cette phrase-là de passer dans son esprit. Alors, c'est vraiment le fonctionnement du pervers. Là, on est dans le cœur même, en fait, du pervers qui s'assume et qui en fait une arme absolument pour avancer en politique et sidérer sa population, la maltraiter, parce que le pervers, il ne fait jamais les choses pour le bien d'autrui. Il maltraite, il terrorise, il torture, il torture psychologiquement, voire physiquement. Mais là, on est vraiment dans une torture, en fait, soft, régulière, qui sidère jour après jour l'esprit des concitoyens. Et ça, c'est vraiment extrêmement vicieux. Alors, moi, je me rappelle que ça a été relevé par quelques politiques qui, dès 2016, ont compris que Macron voulait se présenter à la présidentielle, et ils ont relevé ce en même temps, en disant, attention, c'est le grand spécialiste du en même temps. Mais ils n'ont pas voulu aller plus loin en expliquant cette perversion qui allait en fait qui allait entraîner la France dans une division, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand vous parlez comme ça, donc ce qui est un mode de fonctionnement pervers, vous divisez devant vous, parce que vous allez avoir des gens effectivement qui sont sidérés et qui vont prendre des positions qui peuvent être totalement contradictoires ou absurdes par rapport à ça, et en tout cas différentes. Donc ça crée des divisions de la société, et comme il le fait en permanence sur tous les sujets,
il n'arrête pas de découper en fait la population en parties différentes jusqu'à atomiser la population. Et ça, c'est vraiment le fonctionnement du pervers qui est d'isoler. Le pervers isole en fait sa proie et nous sommes tous la proie de ces individus-là. Et la France, aujourd'hui, et on le constate avec effroi parce que c'est extrêmement mauvais, est totalement divisée, mais divisée au point d'être atomisée. Voilà. Et ça, c'est extrêmement grave. Moi, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, puisque là, le procès Paty vient de s'ouvrir, c'est l'attitude de Macron, après ce terrible assassinat, d'aller se planter devant les journalistes et de dire « no passaran », ils ne passeront pas, alors qu'ils étaient passés, alors que le crime avait eu lieu. La tête du malheureux professeur était dans le caniveau, excusez-moi d'être aussi violent dans mes propos, mais c'est pourtant bien la réalité, oui. Et le type, en même temps, dit « ils ne passeront pas ». Oui. Alors que le crime vient d'avoir lieu. Et d'ailleurs, ça se répand un peu par ruissellement. En matière d'insécurité, ça se voit tous les jours. C'est-à-dire, le crime a lieu et on nous explique qu'on sera intransigeant, on ne laissera rien passer. Mais c'est vrai que c'est à rendre fou, c'est à rendre dingue. C'est à rendre dingue. Et c'est vraiment l'objectif du pervers. L'objectif du pervers, c'est de rendre dingue, de rendre l'autre incapable de penser. Ce qui lui permet d'avancer dans son fonctionnement et de gagner du terrain. Et c'est là que l'on voit que Macron est toujours présent. Malgré 7 ans de maltraitance, il est toujours présent et il y a toujours une frange de la population qui croit qu'il fait bien les choses et qu'il les fait pour notre bien. Et le pervers a cette capacité-là, effectivement, de rallier à lui tout un tas de personnes qui ne voient pas ce mode de fonctionnement. Alors, ce qu'il faut voir aussi... Est-ce qu'on pourrait, Paul-Antoine, juste, je vous laisse continuer, mais pour nourrir ce que l'on s'est dit avant d'aller en effet vers l'inversion accusatoire, parce que j'ai eu le tort de poser 2 questions en une, c'est de l'exemple du Maroc. Si vous voulez le développer à un moment donné, je vous invite à le faire, parce que là, quand même, on a une belle tranche en même temps macronien. Ben, vous voulez parler des invités? Oui, bien sûr, oui. oui, pardon, oui. Oui, ben, on a des invités qui sont censés représenter le pays, représenter le pays dans ce qu'il a de plus élégant, de plus brillant, de plus intelligent, de plus rayonnant sur le monde. Et on voit quels sont ceux qu'il a pu inviter, des repris du... Alors, ils ne sont pas tous comme ça, bien sûr, il y a tout un tas de dirigeants économiques importants qui ont été invités, mais on a toute une frange aussi, et c'est nécessaire de se concentrer sur cela, parce que c'est aberrant, c'est absurde d'inviter des repris de justice, d'inviter des gens qui sont très, très, très soupçonnés de pédophilie, en plus dans le pays où ça s'est passé. Enfin, le pervers a besoin aussi de provoquer. La provocation est un mode aussi de sidération. Le en même temps est une provocation. Ça, et ça, c'est un en même temps. S'y connaît dans la provocation. Voilà. Et la provocation, ça le fait jouir. Le en même temps, c'est regarder l'élite que j'emmène au Maroc et regarder qui est cette élite. Et là, les gens buguent. Mais comment on peut considérer qu'un Bellatar, qu'un Lang, et puis d'autres sont l'élite française? Je ne me reconnais pas là-dedans. Et là, on bug. Et c'est cette provocation qui sidère et qui empêche de penser. Et vous aviez ça entre la garde républicaine et Aya Nakamura. Il a tweeté au moment de la cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024. Il a tweeté en même temps Aya Nakamura et la garde républicaine. Devant l'Académie française. Devant l'Académie française. Oui. Donc et tout est comme ça. C'est-à-dire que la grosse erreur de l'individu lambda devant un pervers, c'est de penser qu'il pense comme lui. Et la grande force du pervers, c'est justement que son interlocuteur pense que le pervers pense comme lui, qu'il n'est pas atteint effectivement de cette perversion
et de cette façon de le maltraiter avec le langage. Ce que disait Racamier, qui est un grand psychanalyste qui justement a beaucoup travaillé sur les pervers et en particulier les pervers narcissiques, c'est que l'arme des pervers, c'est le langage. Et avec le langage, il peut maltraiter. Le en même temps est une maltraitance. Le en même temps est une maltraitance, est une perversion qui conduit ensuite à l'inversion accusatoire, comme on va peut-être en parler maintenant. Oui. Je vais préciser mon propos parce que je réfléchis en même temps que c'est très stimulant cet échange, Paul-Antoine Martin, et je vous en remercie, de ce que je disais sur Lacan et le principe de non-contradiction. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, chez les psys, le principe de castration, c'est le principe de non-contradiction. C'est-à-dire si A n'est pas égal à B, A n'est pas égal à B, A n'est pas égal à B. Et donc, vous ne pouvez pas avoir l'un et l'autre en même temps. C'est ça la castration. La castration, c'est au choc avec le réel. Il fait soleil, il fait pas nuit. Et s'il fait nuit, il fait pas soleil. C'est l'acceptation, et ça, c'est rentrer dans le principe de la castration. Vous en parlez sur le terme du langage, mais Lacan aussi exprimait ça par le biais du langage. Sauf que les pervers, eux, ne se soumettant pas à la castration, ne se soumettent pas à ce principe de non-contradiction. C'est la définition même de la perversion, c'est incroyable. Et de fait, il crée un tiers réel. Alors, qu'est-ce que vous appelez le tiers réel? C'est intéressant. Eh bien, quand vous dites dans la le tiers exclu, tiers inclus, ouais, tout à fait. Dans le en même temps, vous avez une proposition A, une proposition B qui sont contradictoires et qu'il essaie de mettre ensemble dans l'esprit des auditeurs. Et c'est ce ensemble qui crée un tiers réel qui, lui, est impossible et qui fait bugger, en fait, les individus et qui les empêche de penser. Donc, en fait, il y a une sorte d'anesthésie de la pensée et on voit bien que la population est sidérée. Ça ne réagit pas. Vous voyez, c'est une sidération à grande échelle. C'est ça qui est incroyable. Alors, et c'est extrêmement dangereux. Quand il y a une autrice, enfin, une auteure, je ne sais pas comment on dit, extrêmement importante, qui est Hannah Arendt, elle a démontré qu'il suffit qu'il y ait une poignée de pervers à la tête d'un État, si la population n'est pas en capacité de penser par elle-même que les messages pervers qui lui sont envoyés sont justement pervers et qu'il ne faut pas les penser comme en les prenant brutes, sans les contredire et sans avoir soi-même une propre pensée, si justement la population ne reconnaît pas cette perversion-là, à ce moment-là, il y a tout pour créer les conditions d'un régime totalitaire. Et c'est ce qui s'est passé avec le nazisme, où finalement il y avait une poignée de pervers à la tête, et ils ont pu, comment dire, parce que la folie en fait du pervers peut être, quand elle est paranoïaque, peut être contagieuse, eh bien ça se répand dans une population, parce que cette population n'est pas à même de penser par elle-même. Et c'est pour ça qu'il est très important d'informer, comme vous le faites, comme tout un tas de médias alternatifs. Alors, les médias mainstream, bien sûr, ne font surtout pas ce travail-là, mais il faut informer en expliquant ce qui se passe pour que les gens pensent par eux-mêmes. Sinon, on est sous la menace d'un régime qui peut être totalitaire et donc catastrophique pour une population. Vous avez ça aussi, au Maroc, il y avait certes l'entourage, mais il y a aussi ce devoir de mémoire, cet aspect mémoriel chez Macron, où alors là, à nouveau, on est dans des espèces de refus d'accepter les contradictions entre dire, par exemple, c'est un crime contre l'humanité, la colonisation, et puis d'un autre côté... même presque moquer le chef d'État africain en disant il est allé s'occuper de la climatisation, c'est-à-dire le plus souverain mépris qui cohabite avec avec le sommet de la sacralisation de la victime. Voilà. Et ça, c'est destructeur dans l'esprit des gens.
Parce que la majorité la grande majorité des Français sont des gens qui ont du bon sens, sont des gens qui sont épris de valeur, sont épris de vérité. Ils savent faire la différence entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, à minima. Et bien, quand vous avez un discours comme ça, tout éclate parce que le bien et le mal sont rassemblés, le vrai et le faux sont rassemblés. Ils n'existent même pas. C'est-à-dire que dans l'esprit de Macron, le vrai et le faux, ça n'existe pas. Le mensonge n'existe pas en lui-même. C'est-à-dire que le mensonge est vrai quand il réussit. Vous voyez, c'est ça qui est extrêmement terrible, en fait, avec un esprit de ce type-là. Et puis, ce qui est encore plus terrible, c'est que, et c'est pour ça aussi qu'il arrive à fonctionner, c'est qu'il a un certain charisme séducteur. Et c'est comme ça qu'il a pu gravir les échelons à toute vitesse, parce que ceux qui l'ont choisi et qui sont du même acabit que lui ont reconnu en lui un maître dans cette façon d'être. Il a roulé dans la farine un certain nombre de personnes. Ça s'est arrêté avec Poutine, j'ai envie de dire. Mais il roulait tout le monde dans la farine en permanence. Et un art de la séduction, être capable, par exemple, d'empêcher un président de la République sortant de se représenter et se présenter à sa place, c'est assez inouï. Et semble-t-il, Hollande, jusqu'au dernier moment, ne croyait pas ce qu'on lui disait. Disant, mais tu sais, il va se présenter. Mais non, c'est pas possible. Il a cette capacité en plus d'hypnose de sa victime. C'est justement ce en même temps qui hypnose, parce que ça casse la capacité de réflexion de l'autre, ça l'endort, ça l'anesthésie. Et Hollande, c'est pas un lapin de 6 semaines. Ah non. C'est pour faire ce qu'il a fait depuis des années, des décennies. Lui aussi, c'est un individu toxique. Parce que quand on est à ce niveau-là, et c'est ce qu'il faut que les Français absolument sachent, quand on arrive à ce niveau-là, on n'est pas quelqu'un de gentil. Alors, il y a ceux qui donnent l'impression d'être gentils, il y a ceux qui ont un faciès qui n'est pas agréable, mais de toute façon, ils ne sont pas gentils, ces gens-là. Ce sont des tueurs, avant tout des tueurs sans aucun état d'âme. Et parce que pour arriver là, il a fallu qu'ils écrasent énormément de personnes, qu'ils les manipulent, qu'ils mentent, etc., etc. Bon. Donc, mais ça, c'est le pouvoir. Et c'est pas d'aujourd'hui, et c'est pas français, c'est pas seulement français, c'est inscrit dans la conquête du pouvoir. Alors après, vous pouvez avoir des très grands hommes, comme un De Gaulle, qui lui n'avait pas besoin de ça. Il a un tel charisme qu'il supplantait tout ça. Mais ceux qui sont, on va dire, moyens, comme un Hollande, l'arme du Hollande, c'est la manipulation, le mensonge, la séduction aussi. Mais il est tombé sur un maître, Macron. Une capacité chez Macron aussi qui s'explique par ce que vous venez de dire, par la volte-face. On peut. J'ai deux exemples qui me viennent tout de suite à l'esprit. Le premier, c'est durant la crise sanitaire. Quelques jours avant le confinement, il va au théâtre, il dit il faut sortir, il n'y a pas de raison. Et hop, du jour au lendemain, nous sommes en guerre, on vous confine tous. Et pareil avec le cas Poutine et la Russie, c'est inimaginable. L'homme qui voulait être le pont, il ne faut pas humilier Vladimir Poutine, je suis le dernier chef d'État européen qui lui parle. Et quelques mois après, c'est le pire des va-t-en-guerre. Il est complètement, il se met à l'opposé. C'est inimaginable, c'est ce que vous dites. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Le mensonge devient une vérité si elle a gagné, et puis c'est tout. Et puis, voilà, le mensonge devient une vérité si elle a gagné. C'est-à-dire que ce qui donne le statut de vérité, c'est ce qui fonctionne. C'est ce qu'ils appellent aussi le pragmatisme. Donc c'est vraiment vicieux. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que Macron, il ne pense pas ce qu'il dit. Donc ça facilite aussi le mensonge. Ah oui. C'est-à-dire qu'il a aucune conviction. C'est ce que disait d'ailleurs Le Maire, qu'il avait bien analysé en 2016, avant la campagne, et puis en 2017 pendant la campagne. Macron, c'est l'homme sans projet parce que c'est l'homme sans conviction. Il n'a aucune conviction. Il va dire A s'il faut dire A, mais demain, il pourra dire B, ou il pourra dire non A, comme vous dites. En fait, c'est peu importe, de toute façon, que ça me permette de faire un pas en avant et de gagner encore de l'espace et du chemin, je prendrai cette direction-là. Je me fiche complètement de la vérité. C'est comme ça que fonctionne le pervers. Et les Français doivent absolument comprendre ce mode de fonctionnement parce que on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui sans comprendre ça.
Alors, l'inversion accusatoire, parce voilà, avançons maintenant avec l'inversion accusatoire. Le pervers a aussi cette capacité à reconnaître les autres pervers. Bon, ils ont un comment dire, un flair bestial, on va dire, hein, qui leur permet effectivement de reconnaître chez l'autre cette capacité-là. Et donc, il va s'entourer de gens en général médiocres, pour qu'ils ne lui fassent pas d'ombre, mais qui ont cette capacité-là aussi. Et donc, on voit depuis 7 ans un déversement d'accusations accusatoires permanents de la part des macronistes. L'inversion accusatoire, c'est quoi? C'est j'ai fait une faute, eh bien, je t'accuse de la faute que j'ai faite. Prouve-le que tu n'as pas fait cette faute. Ce qui est impossible à faire puisque la personne est complètement en dehors de la faute en question. Donc, c'est extrêmement vicieux et ça fonctionne encore sur le mode de la sidération. C'est encore un moyen d'anesthésier l'autre parce que l'auditeur de ce genre d'inversion accusatoire ne comprend pas ce qui se passe, ne comprend pas la logique, parce qu'il n'y a plus de logique. Parce qu'il n'y a pas de logique dans le mode de fonctionnement du pervers. La seule logique, c'est d'anesthésier l'autre et d'écraser l'autre et de le sidérer. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, Paul-Antoine Martin, de cette inversion accusatoire pour qu'on se le mette bien dans l'esprit, qu'on se le matérialise? Des exemples. Eh bien, voilà, ce qui est quand même assez extraordinaire, un exemple fabuleux d'ailleurs. Les macronistes ont très mal géré le budget de l'État, parce qu'il y a eu cette imprévision de 100 milliards d'euros qui est dramatique pour le fonctionnement du pays et donc pour les citoyens qui vont devoir payer. C'est quand même très fort. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur les ondes? Des macronistes qui font la leçon sur comment il faut gérer l'État, comment il faut gérer le budget. Il faut oser, hein. Ça, c'est oser, et ben ça, c'est de l'inversion accusatoire. C'est, OK, on est au cœur de la faute qui a été commise. Eh bien, j'ai du toupet. Alors, c'est plus que du toupet, c'est effectivement de la perversité. J'ai aucune honte à me mettre devant un micro, devant une caméra, et à expliquer ce qu'il faut faire, et à dire que celui qui est en train de réparer les fautes que j'ai faites, ben, il ne fait pas bien, et qu'il vaudrait mieux faire comme je dis. L'inversion accusatoire, c'est le maire aussi qui l'a produit régulièrement en expliquant qu'il a sauvé l'économie française. Et donc, donc là c'est encore pire, c'est-à-dire que c'est une double inversion, puisqu'en fait, il va accuser un autrui qu'il ne nomme pas d'avoir planté finalement l'économie française, mais lui, il a tout fait pour la sauver, alors qu'il était aux manettes de la gestion. Et donc, il est forcément impliqué dans la dégradation de la situation économique. Et ça bug dans l'esprit de quelqu'un qui n'a pas les clés, effectivement, et qui reste à ces gens-là. Oh, ils sont intelligents, ils ont fait des grandes écoles, ils ont fait l'ENA, ils sont intelligents, ils ne peuvent pas mentir, ils disent forcément la vérité. Et c'est moi qui ne comprends pas. C'est vraiment terrible, parce que, et derrière l'inversion accusatoire, il y a ce raisonnement donc, que je viens de citer, il y a l'infantilisation des Français. Alors, moi, il y a un exemple qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est la corruption. C'est-à-dire qu'il finance des organisations non gouvernementales luttant contre la corruption. Dans des pays où on dit, en Russie, ils sont corrompus, ou par exemple sur un processus électoral, on vient de le voir, on n'en a pas parlé, mais la Moldavie, c'est extraordinaire. Ils accusent les Russes de tricher, alors que eux, manifestement, trichent, mais de façon éhontée, en interdisant à la diaspora russe, par exemple, de voter, et en laissant la diaspora roumaine de voter. Mais c'est bien sûr, si après un malheureux russe, moldave, vivant en Russie, se dit, tiens, je vais aller voter, et on dit, comment il est parti en avion, Poutine affrète des avions pour faire pression sur le résultat. C'est
inimaginable. Et donc, ils sont les plus corrompus, mais en fait, ils luttent contre la corruption. Mais il y a autre chose aussi sur lequel... Oui, à mon avis, il y a encore quelque chose de plus terrible, et ça, j'aimerais vraiment votre avis, Paul-Antoine Martin, c'est que je crois que non seulement il y a des individus pervers, mais il y a aussi des idéologies perverses. Et le woke est le summum de la perversité fait idéologie. Si ça vous dit de développer sur ce point, peut-être. Le rapport aux enfants, par exemple. Pardon ? Par exemple, le rapport aux enfants. Oui. On va les libérer du paternalisme, on va les libérer d'une tutelle. Alors qu'en réalité, il faut voir ce qu'on inflige aux enfants dans l'idéologie woke et LGBT. Oui, complètement. C'est effectivement totalement pervers. Alors, ce que vous dites par rapport aux enfants, effectivement, et on sent bien que derrière cette idéologie, il y a une déresponsabilisation des pervers sexuels. Donc, on va effectivement libérer les enfants pour les mettre... De la tutelle de leurs parents. Voilà, de la tutelle de leurs parents, pour faciliter finalement une prédation sexuelle par des pervers. Donc, c'est pas dit comme ça, mais ça peut aboutir à ça en tout cas. La perversion première, c'est quand même le transgenrisme, qui est instiller la croyance que l'on peut changer de sexe juste par des médicaments et par la volonté, ou par la croyance que l'on est autrui. Donc c'est une perversion aussi par rapport à des éléments fondamentaux, des éléments fondamentaux de la vie. La perversion, c'est aussi nier notre... Il y a eu une prise de parole remarquable de Marguerite Stern, il y a quelques jours, qui exprime ses excuses auprès des chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'elle a, quand elle était plus jeune, était fémène, et elle a effectivement été abjecte avec les chrétiens, etc. Bon. Et elle exprime qu'elle a compris ça au travers du transgenrisme, qu'elle a compris la perversion, effectivement, de son fonctionnement d'alors grâce au transgenrisme, qui, lui, effectivement, vise à détruire toute racine, toute culture, et encore une fois, pour atomiser encore une fois la population et la couper de toutes les racines. C'est une perversion autre, qui est une perversion par rapport à la vie. C'est différent de la perversion dont on parlait tout à l'heure par ces politiques, mais c'est une perversion qui, encore une fois, c'est le mode de fonctionnement de la perversion, qui sidère une population, qui la galvanise, c'est le principe de l'idéologie, qui crée des croyants de l'idéologie, et qui crée donc de fait des fanatiques de l'idéologie. On a connu ça dans le communisme, on a connu ça chez les nazis. C'est le propre de l'idéologie. Et on reste... Il y a un cas là qui me fascine depuis quelques mois. C'est le gouverneur de la Banque de France. Individu qui s'est laissé priver de tous ses pouvoirs, enfin lui et sa caste, le Villeroy de Gao, je crois, il s'appelle. Gallo. Voilà. Et donc, il est sorti comme un diable de sa boîte depuis quelques mois. Il donne des leçons à la terre entière, alors qu'il s'est tu honteusement. Alors que on l'entendait pas, le bonhomme, lorsqu'ils ont quand même fait 1000 milliards de dettes. Et puis tout d'un coup, le voilà qui commence à donner des leçons en disant mais on fait n'importe quoi, tatati. Mais c'est incroyable, C'est vrai que ça, en tout cas, je sais pas si ça rend fou, mais moi, ça me met dans des colères, mais quand même, quel toupet. Mais c'est plus que du toupet. En effet, c'est plus que du toupet. C'est encore, c'est une maladie mentale, c'est pas possible. C'est plus que du toupet, parce qu'il est convaincu, je pense, d'être juste dans ce qu'il fait. Ces individus-là, cette très haute fonction publique, comme je la décris dans mon livre, le clan des seigneurs, et c'est pour ça que j'ai mis le clan et seigneur. Seigneur, c'est
Alors, on me dit souvent, vous auriez dû mettre S-A-I, au sens de saigner, mais moi j'ai voulu mettre Seigneur S-E-I, parce que ils ont la conviction qu'ils sont la très haute noblesse, qu'ils sont les plus intelligents, ceux qui connaissent le monde, ceux qui connaissent comment fonctionne le monde, etc. Reste que ces individus-là n'ont jamais eu à se cogner avec le monde. Ils sont restés dans un entre-soi qui les a extrêmement sécurisés. Hein. Quand on est dans cet entre-soi-là, on ne risque rien, mais rien de chez rien. C'est complètement l'opposé d'un artisan, d'un patron de PME qui risque en permanence. Et on peut décider ce que l'on veut. Et en général, ils décident des choses qui ne les impactent pas. Hein. Donc ça, c'est aussi une superbe perversion. Mais bon, la caractéristique de ces individus-là, quand ils n'ont jamais eu à se cogner avec le réel, c'est d'avoir une totale fausse connaissance du réel. Et comme ils sont convaincus d'être l'élite intellectuelle au plus haut niveau, ils donnent des leçons. Là, ils donnent des leçons et leur parole, ils considèrent que leur parole vaut de l'or. Donc, ça justifie des rémunérations absolument considérables, des privilèges considérables. On apprend que, en tant que gouverneur de la Banque de France, effectivement, ce monsieur-là, comme il ne va pas probablement habiter dans les bâtiments de la Banque de France, dans le logement de fonction, il a droit à une indemnité de 75 000 € par an, alors qu'il habite chez lui, à Paris. C'est monstrueux, quoi. C'est délirant, c'est complètement délirant. Ça aussi, ça fait bugger. C'est-à-dire que le système aboutit à des niveaux de perversion parce que ceux qui définissent ce système ont cette perversion. Paul-Antoine Martin, est-ce que dans votre raisonnement, à un moment donné, dans le déroulé, on sent que c'est une pensée qui est j'ose pas dire en marche, vu l'expression en marche, mais vous avez une pensée qui est vivante, donc elle évolue. Au fil moi je vous observe depuis, vous avez sorti en effet ce livre, Le Clan des Seigneurs, et je vois cette pensée qui évolue, qui tire une pelote de laine en quelque sorte, qui fait que petit à petit de hauts fonctionnaires, qui sont copains comme cochons, hein, des coquins, on en arrive à quelque chose de plus en plus terrible, qui va même aller sur l'éventualité, on pourrait en parler avec Biden par exemple, de réseaux pédocriminels ou autres. On ne sait pas jusqu'où ça va. On n'en sait rien. On a des doutes en tout cas. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une métaphysique du mal? Est-ce que ce que vous dites amène à voir quelque chose qui serait de l'ordre du mal, mais vraiment dans son essence, et qui ne s'explique pas uniquement par l'aspect psychologique? On connaît, en effet, la théorie du pervers narcissique et tout ça, mais ça reste encore, je dirais, très psychique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore au-dessus ou en dessous? Bon, là, vous ouvrez un sujet, effectivement, qui m'intéresse beaucoup, dont je n'en parle pas comme tel, effectivement, sur les ondes, parce que ça sera le sujet d'un prochain livre. D'accord. Mais c'est effectivement la question. Moi, je considère que le pervers est porteur du mal. Il est porteur du mal, il est une porte ouverte pour le mal qui peut effectivement, via le pervers, agir dans le monde. Et comme aujourd'hui, notre société... C'est ce qui c'est pour ça que j'ai voulu vous faire préciser quand vous dites qu'il crée un tiers. Ils le font exister, en quelque sorte. Pour ça que j'ai tout de suite tilté. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, là, Paul-Antoine Martin? Et je suis d'accord avec vous, hein, d'ailleurs. C'est assez lumineux, ce que vous avez dit. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que le pervers donc, est porteur du mal parce qu'il est la porte ouverte au mal. Le mal est perversion, par définition. Donc, le pervers ayant ce dysfonctionnement psychique va justement être un vecteur du mal. Et comme la société aujourd'hui promeut les pervers, pourquoi elle les promeut? Parce que le mode d'accession au pouvoir est extrêmement violent. Il est violent, effectivement. Le monde du travail est violent. Le monde de la politique est ultra violent.
Et pour résister et monter dans ces univers-là, eh ben, il faut avoir une dose de perversion. Et les grands champions de cette société-là sont, pas tous, mais beaucoup vont être effectivement des pervers. Et ces pervers vont faire monter des pervers. Voilà, donc alors je caricature évidemment, mais pour aller assez vite, pour simplifier un peu ce que je veux décrire, on est effectivement dans une société où les portes ouvertes au mal sont de plus en plus ouvertes, et non plus seulement entrouvertes par quelques-uns. Et c'est ce qui fait craindre, quand on lit l'analyse de philosophie politique de Hannah Arendt, ça fait vraiment craindre un futur très noir, puisque les pervers, comme je le disais à un moment donné dans l'émission, sont, bien sûr, une source du mal, comme je viens de le dire, mais sont à l'origine des régimes totalitaires. Et donc, on sent bien qu'on a aujourd'hui cette dérive totalitaire, d'une part par la sidération de la population, d'autre part parce que la population est biberonnée à la bêtise. Donc, on la gave de jeux, on la gave d'émissions, des séries qui viennent des États-Unis, etc. Donc, elle est biberonnée à ça. Elle n'imagine pas, parce que la dernière guerre était à très loin, donc il n'y a quasiment plus de personnes aujourd'hui qui ont vécu la guerre, ou très peu, qui ont vécu les horreurs de la guerre de 40. Et donc, on a des générations aujourd'hui qui ont perdu cette expérience-là, qui sont nécessairement ramollies au terme de la pensée, qui n'est pas sur ses gardes, et qui est effectivement biberonné à cette bêtise, avec des pervers qui, eux, prennent le pouvoir. Donc, c'est toutes les conditions d'amener du régime totalitaire, comme le décrit Hannah Arendt. Alors, ce qui semble manquer, et tous ces pervers d'ailleurs nous le renvoient systématiquement à la figure de leurs accusateurs, ce qui manque à ce que ce d'où le fait qu'on a inventé des concepts un peu louches de soft totalitarisme et autres. Ce qui manque, pour le moment, c'est le crime de masse. Parce que les régimes totalitaires génèrent des crimes de masse, que ce soit Hitler, que ce soit Staline, que ce soit Mao, pour parler des trois grands maîtres du genre. Il y a toujours cet aspect-là. Mais est-ce que imperceptiblement, on n'y est pas, on est en train d'y arriver, ou même on y est arrivé? Je donne 2 exemples. Et évidemment, il faut faire très attention avec la censure sur ces sujets. La crise sanitaire. Est-ce qu'on est bien sûr qu'on n'est pas déjà rentré là-dedans quant à l'élimination massive? Et 2, quid des risques de guerre nucléaire dans les mois et les années à venir aussi, qui pourraient là donner, mais au tout dernier moment, c'est-à-dire que c'est un système totalitaire autrement plus dangereux peut-être encore que les précédents, parce qu'il avance, et c'est peut-être là vraiment son ultime attaque contre le genre humain, c'est qu'elle avance très masquée. Et qu'elle se déclenchera, quand on s'en rendra compte, ce sera trop tard. Avec les pervers, c'est toujours le cas. Hein. Oui. Quand on se rend compte, c'est toujours trop tard. On a déjà mal et ils ont déjà fait le mal. Moi, je dirais que le crime de masse n'est pas une condition du totalitarisme, mais une conséquence. Au sens où le totalitarisme, il a son objectif premier, c'est de régir les consciences des citoyens. Les consciences de la population. C'est-à-dire que la dictature, c'est différent du totalitarisme, vise à ce que les gens, on va dire, agissent comme le tyran ou le dictateur le souhaite. Et il installe un ordre pour que ça fonctionne comme cela. Le totalitarisme est plus violent, il va jusqu'à imposer aux personnes de penser comme il veut qu'ils pensent. Donc, c'est non pas seulement l'acte, mais c'est la pensée. L'arme fabuleuse aujourd'hui qui est entre les mains de pervers, ce sont les médias de très grande masse, qui leur permet, et puis le biberonnage de bêtises, qui leur permet effectivement
de réduire la population à une population ou une grande partie de la population, à une population qui ne sait pas penser, ou qui ne peut plus penser, qui ne veut plus penser, et qui va penser finalement au travers des journaux télévisés de mainstream, on va dire. Et ça, c'est une première avancée. Il n'y a pas besoin du crime de masse. Le crime de masse, il est là pour terroriser la population et faire en sorte qu'elle pense comme le régime lui demande de penser. Donc c'est un régime de terreur qui lui impose ça. Après, si le totalitarisme impose à faire en sorte que la population pense complètement ce qu'il lui impose de penser, bah, il a gagné. Sauf qu'en réalité, ça ne marche jamais, parce qu'il y a la condition humaine, mais il y a la nature humaine qui nous est renvoie. Et à un moment donné, ça coince. Et c'est là ça dure qu'un temps qu'ils deviennent infiniment dangereux. C'est là que le crime de masse a lieu. Et à ce moment-là, ils sont confrontés à leur propre élimination. Et c'est ce qu'on remarque avec les systèmes totalitaires, je ne sais pas ce que vous en pensez, Paul-Antoine Martin, c'est le fait que ils n'admettent jamais d'avoir tort. Ça, c'est quand même une règle de base. C'est incroyable. Ben, le pervers n'assume jamais ses erreurs et ne reconnaît jamais avoir tort. Le pervers narcissique ne se reconnaîtra jamais comme malade. Donc ça produit l'inversion accusatoire. Donc, oui. Puisque ça marche pas, ça dysfonctionne et ça peut pas venir de moi. Donc ça peut venir que de toi. Voilà, la faute qui a été commise, même si je sais que c'est moi qui l'ai faite, ça peut pas être moi qui en suis coupable, donc c'est forcément toi. Oui. Donc il y a toujours ce renversement qui, à la fin, effectivement, peut produire la violence. Parce qu'il y a forcément rébellion par rapport à ce genre de fonctionnement. Ça produit la violence et ça produit un dysfonctionnement généralisé, une brutalisation des esprits. Et c'est vraiment ce vers quoi nous allons. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, même si je nourris l'espérance, mais je suis... comment dire, je crains vraiment qu'on aille vers ça. Quand on entend les européistes qui nous expliquent que, parce qu'ils sont vraiment dans le langage orwellien, hein, la paix c'est la guerre, ils veulent la paix, mais ils sont en permanence en train de créer à la fois la militarisation et la surenchère militaire. Donc là aussi, il y a une contradiction. Ah oui. Il y a une contradiction très forte. Totale. Elle est majeure. Totale. Et ça, on sent bien que la direction européenne aujourd'hui qui est donnée, elle n'est pas saine. Elle n'est pas saine au niveau des idées. Avant dans la dernière partie de l'entretien, voir comment on pourrait non seulement résister, mais mettre fin à ce type de comportement et faire en sorte que ces individus disparaissent si ce n'est de la circulation, tout du moins de notre paysage, et pas seulement mental, mais politique aussi. Constater qu'en plus, ils ont une tendance quand même assez sidérante à s'entourer d'imbéciles, mais alors d'un niveau, quand on voit le niveau aujourd'hui des députés, des ministres, mais comment est-ce qu'on peut descendre aussi? Est-ce que ça aussi, ça fait partie de la stratégie des pervers? Ah ben oui. Oui, parce que comme ça, il n'a que des gens très facilement manipulables. Le pervers n'a pas envie d'être contredit, sinon c'est trop compliqué à dire. Il a besoin de gens qui sont des médiocres et qui lui doivent tout. Quand on voit certains ministres, alors on les a tous en tête, certains, c'est tellement énorme. Il y en a un qui est carrément devenu le vice-roi d'Europe, hein, le voilà, second quand on pense de la Commission de Bruxelles, qui était ministre auparavant. Il doit tout à Macron. Donc, il ne se rebellera jamais. Et il ne sera qu'une transmission de pensée, une transmission d'action de Macron auprès de l'Union européenne. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui penser que nous avons des représentants qui agissent pour nous. C'est un constat que l'on doit faire.
que l'on doit collectivement faire, et ce n'est qu'en passant par ce constat que l'on peut trouver des solutions. Mais la solution, elle est pas facile. Elle n'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, ils ont tous les pouvoirs. Est-ce qu'une des solutions qui aurait pu voir le jour, même si elle a finalement avorté, et que l'on constate, je crois, dans la littérature justement sur les pervers narcissiques, une des grandes peurs du pervers, c'est la peur physique. La peur pour son élimination physique, pour la perte de son confort, de tout ce qu'il a. Et que ça, c'est quelque chose qui, des fois, peuvent les amener un temps du moins à reculer. Et qu'on a pu voir avec l'épisode des Gilets jaunes, à un moment donné où vraiment il y a eu on a senti que où paraît-il, il y a des anecdotes, à un moment donné dans le chat, ils en parlaient, à juste titre, d'anecdotes où le gars où Macron est quelqu'un qui est assez lâche. Avant d'être président, il y a des journalistes qui le poursuivent, il va se cacher. Il y a cet épisode très, très drôle, mais qui montre quand même que peut-être qu'ils sont ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas tout puissants. Ah, mais moi, je le crois complètement. Pour moi, le pervers est lâche. Il est lâche. Seulement, il a le pouvoir. Et il est entouré de gens qui lui doivent plein de choses. Donc, il a un pouvoir surmultiplié. Et il ne risque pas la contradiction dans son entourage proche. Aujourd'hui, ce qu'a réussi à construire Macron, c'est ne même plus avoir d'opposition. Le pervers va avoir à la fois une capacité de sidération vers ceux qu'il veut sidérer, mais il sait aussi séduire et corrompre ceux dont il a besoin. Donc, c'est par cette corruption qu'il se ménage zéro opposition, qu'il se ménage même des gens qui vont le soutenir. Parce que le pervers, s'il est à cette position-là, c'est qu'il y a des gens qui l'ont soutenu et qui continuent de le soutenir. Donc, il se ménage effectivement ce genre de double pôle, à la fois une population qu'il sidère et puis une petite population qu'il corrompt. Et moi, je pense que, mon avis, c'est que Macron, c'est un maître corrupteur. Et il sait, le pervers a une grande capacité à saisir la faiblesse de l'interlocuteur. Et moi, je me rappelle, et c'est ce que je dis dans mon livre à un moment donné, il y a un haut fonctionnaire qui me disait, mais Paul-Antoine, tout le monde a un prix, il suffit de le trouver. Une fois que tu as trouvé le prix de l'autre, c'est bon, tu l'as dans la poche. Donc ça peut être, très basique, hein, d'être invité régulièrement au restaurant, dans des grands restaurants. Ça peut être des vacances, ça peut être des postes, ça peut être des prébendes, ça peut être... Et en fait, moi, je suis convaincu qu'il a cette capacité, effectivement, à déterminer qu'est-ce que l'autre, quel est le prix de l'autre. Voilà. Donc, il va acheter comme ça une opposition qui ne sera plus une opposition et qui va devenir dépendante parce qu'elle lui doit les prébendes gagnées. Bah là, le procès des élus européens du Rassemblement national pour laisser passer finalement tout, c'est incroyable. Enfin, ça nous crève les yeux. Après, on va dire que je fais preuve de mauvais esprit avec le Rassemblement national, mais enfin, on peut pas quand même ne pas s'empêcher de voir le lien qu'il y a entre la dirigeante du Rassemblement national à qui on fait peser une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis des années que ça dure. Et sa mansuétude, son extrême mansuétude quand même. Parce que là, il y avait quand même une occasion en or, avec le NFP, de tout de suite censurer le gouvernement et de le mettre au pied du mur en disant « tu t'en vas, tu te casses ». C'était pas compliqué. Et il ne faut surtout pas penser que le ralliement à Macron, c'est par idée, par conviction. Non, c'est par intérêt par rapport à ce procès-là et par rapport à d'autres éléments qu'il doit y avoir dans leur deal. Sûrement. Mais tout est comme ça, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a... Moi, aujourd'hui, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a aucune solution qui se dégagera au travers des partis existants aujourd'hui et même de nouveaux partis.
Et sans que ça ne peut pas passer par la voie électorale. Ça ne peut pas passer par la voie électorale, malheureusement, puisque le système est corrompu. Donc, de toute façon, ça ne peut pas passer. Donc, c'est là que ça commence à devenir grave. Peut-être terminé, Paul-Antoine Martin, il est 9h30, c'est un véritable plaisir, une délectation, même parfois morose, mais bon, d'échanger, morose au sens où ce ne sont pas des choses qui sont très réjouissantes. Sur le côté aussi couple pervers, on parle de l'un est pervers, mais est-ce qu'il n'y a pas ça, j'avoue que je connais très mal, dans la littérature justement des pervers, est-ce que vous avez aussi, je crois, hein, des couples pervers ils sont encore plus dangereux, plus redoutables, entre autres avec leurs enfants, imaginez, il y a des gens qui sont totalement détruits. Hein. Oui, bien sûr, oui. Oui, alors des couples pervers sûrement, mais je ne connais pas le sujet là, en particulier, on va dire. Je voulais dire par rapport au chef de l'État et à la première dame. Hein. Voilà, je vois à qui vous faites allusion, mais je ne saurais pas dire quelque chose. Non, ça serait pas. Ce que je dirais n'aurait pas d'intérêt, on va dire. Ça serait que de la. Non, ça n'aurait pas d'intérêt. Il est évident que ce couple est bizarre. Voilà, ce couple est à minima bizarre. Mais au-delà de ça, après, il y a tout un tas de conjectures, effectivement, qui existent. Et effectivement, ce couple est tellement bizarre qu'il ouvre à beaucoup de conjectures graves. Oui, mais au-delà même, je dirais, leur influence sur la cérémonie d'ouverture des JO, on ne sait pas trop. Hein. On peut se poser la question. Là, c'est clair. Là, c'est très clair. Ah oui. Thomas Joly était reçu régulièrement par Brigitte Macron. Ah oui. Oui, oui. Vous avez cette indiscrétion. Enfin, vous avez eu accès à des informations sur le sujet. Moi, je l'ai lu ça. Oui. Et alors, ça, c'est intéressant, évidemment. Est-ce que l'apothéose de tout ça, moi je dis depuis le début, la cérémonie d'ouverture des JO, et après on attendait la cérémonie de fermeture, elle n'a toujours pas eu lieu. La cérémonie d'ouverture, c'était en effet en plein cœur de l'été, et la vraie cérémonie de fermeture, qui va être une grande ouverture, ça va être pour moi, hein, le discours, on le sait maintenant, que va prononcer Emmanuel Macron dans Notre-Dame de Paris le 7 décembre, chose qui est inouïe. Encore une fois, là par rapport à l'archevêché, par rapport à plein de choses, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce qui nous attend là. Ça viole toutes les règles. C'est encore une fois, il s'affranchit de toutes les lois, de toutes les règles, de séparation des pouvoirs, de tout. Non bon. Il fait tout éclater, de toute façon, c'est son plaisir, c'est la provocation, il fait tout éclater. Il a besoin aussi de montrer qu'il a le pouvoir sur l'archevêque et qu'il l'a humilié. C'est une continuité. Alors, vous avez raison, dans la continuité de la cérémonie d'ouverture. C'est dans cet esprit-là. Hein. Ah, je crois. Je pense que oui, j'avais pas fait le lien, mais effectivement, je pense que il y a la volonté d'humilier encore une fois le spirituel. Et vous verrez que les dates, moi je reviendrai avec des gens qui connaissent un peu les dates et qui regardent un peu ces aspects symboliques dans le futur. Vous verrez le fait que les dates sont pas neutres. La cérémonie d'ouverture, c'est la Sainte-Anne. Et la cérémonie d'ouverture de Notre-Dame de Paris, c'est l'Immaculée Conception. C'est le 7 ou c'est le 8 ? Alors, c'est 7 et 8. Alors, le 8, c'est l'Immaculée Conception. Ah oui. Mais lui, semble-t-il, va faire un discours le 7, c'est-à-dire la veille. Mais néanmoins, on est sur des dates qui correspondent à l'Immaculée Conception. On n'oublie pas, c'est pas l'Immaculée Conception du Christ. C'est l'Immaculée Conception de Marie. Donc, c'est un lien direct avec sa mère et avec Sainte-Anne. Et ça, il y a quelque chose qui tourne. Vous avez raison. Je ne sais pas quoi exactement, je n'ai pas encore le fin mot. Mais de toute façon, effectivement, on sait qu'il est friand des symboles et on sait qu'il veut faire passer le sens de ce qu'il fait au travers de ces symboles-là. Donc, il y a forcément, évidemment, vous avez raison, quelque chose à trouver. Oui.
c'est la vanité du diable. Je terminerai, c'est Serge de Beketch, pour qui j'ai une grande admiration et dont j'ai repris une émission sur Radio Courtoisie, le mercredi soir à 18h. C'est sa grande émission, il le faisait lui tous les mercredis, où dans la préface d'un livre d'un ami, il écrit « Le diable est ainsi que lorsqu'il va triompher, il ne peut pas s'empêcher par vanité de montrer un sabot, le bout d'une queue, des cornes. » Il y a ce besoin, à un moment donné, de montrer qu'il y a encore autre chose que l'on n'avait pas vu, que l'on avait... et qui, là, est l'expression même de ce que vous disiez, c'est-à-dire le mal. Et ça, je vous souhaite, en tout cas, bonne chance pour la fin de la rédaction de votre prochain ouvrage, dont j'ai hâte de découvrir et d'avoir la chance de pouvoir vous inviter, Paul-Antoine Martin, à ce moment-là, à nouveau, avec grand plaisir. C'est pour bientôt ? Ça sera avec grand plaisir. Et ça sera bientôt. Merci beaucoup pour cet échange, Nicolas, passionnant. Et à très bientôt. Eh bien, tout à fait. Et on espère vous avoir à nouveau très bientôt, Paul-Antoine Martin, parmi nous. Bientôt. Merci et à très bientôt. Au revoir. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.